Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Mirlet, je suis l'ancien conseiller spécial pour l'IA, Forum de Paris sur la paix. Je suis ravi d'accueillir ici aujourd'hui sur les innovations de l'IA au service du développement pour vous réaccueillir puisque il y a un an, pour le 7e FPP, nous étions déjà ici en train de travailler sur l'égalité, la croissance de l'IA. Et maintenant, avec l'IA, on a l'impression qu'on a avancé d'une décennie d'un seul coup. Et on va voir quelles sont les tendances de changement. Je suis rejoint par Thomas Lamanauskas, secrétaire général adjoint de l'UIT, Gabriela Ramos, qui a mené la première négociation sur les éthiques de l'IA en tant que sous-directrice générale de l'UNESCO. Kate Callott, qui est la star de l'IA en Afrique, qui construit de l'IA africaine de Nairobi avec Amini AI, et enfin Chris Sharrock, vice-président de Microsoft pour les affaires des Nations Unies. Je voudrais commencer ce débat en citant un paragraphe d'une tribune que Kate Callott vient de publier hier dans Le Monde et que je recommande à ceux d'entre vous qui sont abonnés. L'histoire africaine de l'innovation démontre une vérité souvent négligée. Les contraintes ne sont pas des barrières, ce sont des principes de design. L'Afrique n'a pas attendu l'infrastructure bancaire ni les smartphones pour inventer des plateformes de paiement par mobile et révolutionner la finance numérique. Cette capacité à innover à partir des contraintes du continent est précisément ce qu'il positionne pour un saut historique. L'intelligence artificielle ne doit pas être quelque chose que nous, Africains, subissons. Elle doit être construite par nous et pour nous. Kate, could you elaborate on this? Thank you, Alexandre, for having me. It's a pleasure to be back. Merci Alexandre, je suis ravi d'être de retour ici aujourd'hui. Il y a un an plus tard, je veux élaborer un petit peu sur ce que j'ai dit en disant que nous devons être celui qui le construisons sur l'innovation. Il y a eu le moment M-Pesa. C'est un moment critique dans l'histoire du continent. Qu'est-ce que c'est que l'M-Pesa? C'est le système de bancaire mobile au Kenya qui a été inventé en 2012. Donc bien avant Apple Pay, bien avant Android Pay et tous les autres systèmes de paiement mobile qui ont accéléré pendant le Covid. Cela doit être conçu pour nous et par nous, et cela doit respecter les contextes locaux, les contextes dans lesquels nous opérons. Cela doit être adapté à la façon dont nous travaillons, dont nous vivons, dont nous travaillons ensemble. Cela doit être en train de résoudre des problèmes qui nous sont importants sur le continent, et cela doit être adapté à nos objectifs. Donc pour moi, c'est une question d'action, de liberté d'action. Quelle est la meilleure plateforme pour nous? Comment pouvons-nous construire nos propres plateformes pour nos propres challenges? Merci Kate. Et je vais me tourner vers Thomas. Puisque vous avez parlé de ce bond technologique nécessaire en Afrique et l'autodétermination, mais pour cela, il faut des infrastructures, il faut des capacités. Et il y a cette fracture numérique qui a malheureusement mis des bâtons dans les roues de cet espoir. Thomas, quel est votre avis? Est-ce que l'IA va être une fracture ou va nous rassembler? Merci Alexandre, merci Kate. Effectivement, cette histoire de bond technologique, avant même de pouvoir parler des technologies de téléphone mobile, on peut parler du roaming. C'était l'Afrique, la première région du roaming. Les innovations sont arrivées en Afrique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles étaient adaptées aux environnements locaux. Mais pour cela, il faut des fondamentaux. Les solutions doivent être locales, mais il faut des fondamentaux. On regarde du point de vue des infrastructures.
Et en termes de connectivité, il y a encore une grande divergence. 2/3 de la population est connectée. La 5G, par exemple, ou dans le monde occidental, on est beaucoup plus loin déjà qu'on peut être ailleurs. Il y a des infrastructures dans le dur, les centres de données. 2% seulement des centres de données sont en Afrique. Et pourtant, il y a des capacités. Maintenant, cela paraît évident, il faut investir dans ces infrastructures. Il nous faut plus de monde qui a la capacité de créer et d'innover dans ce contexte. Dans toutes les formes d'engagement. Votre collègue a fait un rapport sur 5% seulement de la valeur qui est capturée en Afrique. Et enfin, il faut des politiques publiques. Quel type de politique publique ? Des politiques locales, et il faut que les gouvernements prennent en charge cela. Il y a aussi une fracture. 55% des pays n'ont pas de réglementation, de politique sur l'IA. Et on en a parlé ce matin. Il s'agit de comprendre ce que c'est que l'IA. Apprendre aux politiciens ce que c'est que l'IA. Il faut plus d'infrastructures. Nous avons une initiative qui a été lancée pendant le G20 sous l'égide du Brésil. Il y a eu l'initiative de Séville et l'initiative du catalyseur de l'IA. L'objectif la fracture estimée, c'est 2,3 trillions de dollars. Donc encore une fois, c'est sur les compétences aussi qu'il faut s'intéresser. À Microsoft, par exemple, ils se connectent avec les producteurs de contenu. Il y a énormément d'innovations sur les politiques publiques. Et il y a encore plus à faire. L'ingénuité, oui, l'ingénuité locale, c'est encore mieux. Ce que l'on a entendu de la part de Kate, c'est l'objectif, le rêve du saut technologique de l'IA. Ensuite, on a qu'est-ce qu'il faut pour cela, l'infrastructure, les investissements, le talent, les efforts de politique publique. Et Gabriela, je me tourne vers vous puisque vous êtes diplomate, économiste, et vous avez cette tâche lourde de faire venir 193 pays autour de la table et de développer une feuille de route et de s'attaquer au rôle de l'IA, de voir qu'est-ce qui peut être utile pour toutes et tous. Pouvez-vous nous dire comment cela fonctionne, quelles sont les leçons que vous en tirez et le programme dont vous avez que vous avez dirigé. Merci, je suis ravi d'être au PPF. Je vois le président qui est ici, je suis ravi de le voir pour cette session. Je veux commencer là où vous avez posé la question. Il y a un an,
on était dans le monde de l'IA générative, maintenant on est dans le monde de l'IA agentique. Et l'IA, généralement, il y a un monde où l'on voit les capacités de ces technologies qui sont de plus en plus exponentiellement à l'avance. 20% en Chine et une beaucoup plus grande partie aux États-Unis, donc c'est toujours assez inégal. Et le coût des modèles est énorme. C'est génial d'avoir Microsoft ici, mais il nous faut des modèles fondationnels, mais les coûts d'application des petits modèles sont de 90% à cause de DeepSeek, à cause de cette capacité à avoir les modèles. Il faut améliorer les services qui sont prodigués, il faut améliorer ce que Thomas disait, les compétences. Le contexte doit changer puisqu'on est encore dans un contexte très inégal. Mais l'expérience que l'on a à l'UNESCO, c'est de changer la conversation, puisque c'était une conversation purement technologique. Comment est-ce que l'on attrape les algorithmes? Comment est-ce qu'on s'assure que l'algorithme n'est pas biaisé? Comment est-ce qu'on a les meilleurs algorithmes? Comment est-ce que les ingrédients de ces développements sont compris? Et on a mis les ingrédients pour faire quelque chose qui dit que si ces technologies acquièrent ces technologies exceptionnelles, comment est-ce que l'on fait en sorte que nos capacités en tant que citoyens, en tant que gouvernants, comment on fait pour avoir ces capacités pour façonner l'IA? Nous avons les outils pour le façonner. Bien sûr, les politiques publiques sont importantes, mais comme Alex l'a mentionné, il y a cette méthodologie qui est une évaluation standardisée d'où les pays se trouvent sur l'IA. Et la recommandation sur l'éthique de l'IA, ce n'était pas comment utiliser l'IA, c'était comment s'assurer que ces développements ne viennent pas mettre à mal la dignité humaine, les droits humains, l'inclusivité, la diversité. Et comment on protège l'état de droit, d'ailleurs. Si un jeune se suicide, qui est-ce qui est en faute? Si vous perdez de l'argent, qui est-ce qui est en faute? Puisque finalement, c'est notre responsabilité de nous assurer que ces cadres soient là pour, par exemple, les femmes dans l'IA. Seulement 22% du staff dans l'industrie de l'IA sont des femmes. Et ce qui est énormément représenté, c'est le harcèlement numérique. Surprise. Donc il faut des changements. 4 I. Incentives, donc des incitations pour amener des technologies qui sont en conformité, infrastructure, comment utiliser les données qui sont déjà ici et qui peuvent être utilisées pour le bien, et comment les façonner selon notre culture, notre langage. Les institutions, ensuite, les institutions doivent évoluer, c'est un cadre légal. Qui est-ce qui est en charge? En France, il y a un ministère. Les Émirats arabes unis ont aussi un ministère, mais ce sont les deux seuls. C'est dans nos mains que nous avons cette responsabilité de façonner l'IA. Donc il y a énormément à faire. 80 pays avec qui nous avons travaillé, nous avons les Pays-Bas, la Mozambique, le Chili. Seulement 30% de ces 80 pays ont des stratégies IA nationales. 20% de ces pays ont la capacité
à tester l'impact social de l'IA. Donc il y a énormément à faire. Mais c'est une histoire de capacité d'action qui est capable d'agir sur ces développements technologiques. Merci Gabriela. Ce sont des phrases très intéressantes, cette idée des 4 I. Chris, je pense que c'est votre moment maintenant. En tant qu'ancien diplomate, vous étiez l'ambassadeur britannique à l'OCDE. Vous avez travaillé vous travaillez maintenant pour un super pouvoir de l'IA. Est-ce que vous pensez que ces 4 I sont quelque chose d'intéressant pour vous? Et question subsidiaire, comment répondez-vous aux voix qui veulent plus de souveraineté sur les données, plus de capacité d'action individuelle? Que pourrait apporter Microsoft? Merci, Alex. Je vais probablement oublier j'ai déjà oublié les 4 I, je suis désolé. Je suis ravi d'être au Paris Peace Forum. La conversation que nous avons très souvent sur ce sujet me rappelle une blague. 2 personnes mangent dans un restaurant où ils vont très souvent. La nourriture arrive et l'un dit « Pourquoi est-ce qu'on vient tout le temps ici? La nourriture est vraiment mauvaise. » Et ils ont des portions toutes petites. Et c'est exactement le ton de la conversation que nous avons. D'un côté, on parle des défis. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout cela se soit digérable? Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès à ces technologies. Je remercie Thomas et Gabriela. Ce genre de travail à l'UNESCO, par exemple, c'est vraiment fantastique, ce type de travail. Et il faut faire encore plus. À Microsoft, ce sur quoi on se focalise, c'est cette idée de diffusion, dissémination de l'IA. Et nous amenons cette technologie sur les marchés, nous reconnaissons le potentiel de l'IA, le potentiel transformateur de l'IA. Et nous voulons diffuser l'IA de manière responsable, pour des utilisations responsables. Comme ce que Thomas a dit, il y a cette question fondamentale des infrastructures. Et quand on regarde ceux qui n'ont pas accès à l'électricité, ceux qui n'ont pas accès aux longues ondes, ceux qui n'ont pas accès à ci ou à ça, c'est presque 50% des personnes. Et on va toujours devoir s'adresser aux gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et donc cette capacité d'action qui est nécessaire pour combler cette fracture. On parle de fonctions exponentielles. S'il y avait de la productivité accrue qui sont dans des pays avancés, là où on peut changer l'industrie, là où on peut se transformer, on peut se connecter à l'économie digitale, s'il y a plus de productivité grâce à cela et plus de PIB grâce à cela, alors que dans l'autre côté du monde, l'autre moitié du monde, on n'arrive pas à les utiliser, eh bien cette fracture va être de plus en plus grande. On parle de la fracture de genre, on parle de la fracture sociale et celle-ci viendrait s'ajouter à cela. Maintenant, j'aimerais répondre à votre question. Enfin, il faut de l'humilité. Il faut approcher la question du partenariat, tout d'abord. Je sais que Kate a écrit un op-ed dans Le Monde, mais elle peut vraiment nous dire la réalité du développement de l'innovation en termes de pénurie. Les institutions, les organisations internationales sont
les endroits où nous pouvons être partenaires. Nous sommes membres du partenariat pour les compétences. Les compétences, c'est le plus important. Il faut faire des progrès rapides pour que les gens aient les bonnes compétences. Nous avons un programme dans Microsoft avec 4 milliards de dollars. L'objectif, c'est d'atteindre 20 millions de personnes de par le monde. Un autre programme, un partenariat avec l'UIT. Il y a l'objectif de connecter 250 millions de personnes dans le monde, 100 millions en Afrique. C'était d'ici à 2025 et c'est tout à fait une réussite. Il faut réussir ces partenariats, il faut construire des partenariats qui durent, des partenariats dans l'action. Et c'est ça que nous faisons ici au Forum, c'est-à-dire de nombreuses parties prenantes qui viennent et qui se parlent et qui discutent. Il faut penser à ce que nous pouvons faire ici ensemble. Donc je suis ravi d'être ici. Merci Chris. Quelques questions pour tous les panélistes. Avant d'ouvrir la parole, il y a un de mes amis, Adrien, qui est ici, qui travaille au PPF, sur le sommet sur l'IA en Inde, le sommet sur l'impact de l'IA, et on avait l'impression que la majorité du monde entier pouvait être d'accord pour une voie vers la souveraineté de l'IA qui ne s'appuie pas seulement sur des ressources. Cette idée de garder une forme de contrôle, de pouvoir d'action sur les données. L'Inde a aussi ce genre de défi, le même genre de défi que nous avons en Europe, en Afrique, ce déploiement, cette adoption des nouvelles technologies. Mais il y a énormément de données, 1,4 milliard de personnes. Et c'est tout à fait vrai aussi en Afrique, énormément de données sont disponibles. Kate, c'est vous qui avez commencé cette discussion. Donc, où sont les points nœuds? Où est le nexus? Quel est le plan pour des stratégies nationales? Vous êtes au conseil de nombreux gouvernements pour que toute la population puisse en profiter. Une chose est claire, tout d'abord, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. C'est-à-dire que pendant des décennies, on nous a donné des technologies qui n'ont pas été construites pour nous. Et la technologie qui construit de la valeur localement, mais qu'on n'arrive pas à utiliser. Par exemple, Facebook et WhatsApp. Par exemple, les personnes dans les villages utilisent WhatsApp. Aux Philippines, on utilise énormément Facebook. Mais toute cette valeur, elle n'est pas réalisée dans nos pays. On les utilise en tant que consommateurs et on ne nous donne pas le choix. On ne nous donne pas le choix de façonner ce que cela est censé vouloir dire pour nous en tant que communauté. Donc pour moi, c'est nous assurer que nous ne répétions pas les erreurs du passé et j'ai de bons espoirs puisque si l'IA est là, elle peut amener de la valeur dans le sud global. Ça fait des décennies que l'on fait de la pratique de l'IA. Il y a l'IA frugale. Il y a 8 ans, il y avait un mouvement qui s'appelait le Tiny Machine Learning qui s'intéressait à regarder comment amener l'IA plus près de là où les données sont récoltées. Le Kenya et le Nigeria ont adopté ces technologies.
Pourquoi? Parce que c'est abordable, parce que c'est quelque chose qu'ils ont pu avoir et parce que les développeurs ont soif de solutions. Mais aujourd'hui, on arrive à un manquement, c'est celui de l'adoption. Une fracture sur l'accès aux plateformes de calcul qu'il nous faut utiliser. Là, si on prend l'analogie du restaurant, on est en train de vous demander des outils pour faire notre propre repas. On ne veut pas qu'on fasse notre repas pour nous. Que ce soit... Pourquoi est-ce que vous voulez vendre de la cuisine française, américaine ou chinoise à un Kényan? La situation est très différente. On a déjà commencé à utiliser toutes ces ressources et à construire ce que nous pensons nos pays ont besoin. Pour le moment, on a le choix entre la Chine et les États-Unis. Pour le moment, je préfère ne choisir aucun des deux. Vous pouvez avoir vos propres infrastructures. Et il faut arrêter avec ces biais qui nous sont forcés. Il n'y a pas besoin de centaines de milliers de supercomputers, de super ordinateurs qui vont utiliser toute votre énergie et qui feront des calculs. Non, il y a la micro-IA qui est plus efficace et qui est le type d'infrastructure dont vous avez besoin pour être souverain, pour être privé. Et c'est cette voie que nous devons prendre. Ce matin, je parlais à un gouvernement qui achète des GPU en ce moment, mais il y a du monde qui installe des centres de calcul en dehors de l'Afrique. Et chez nous, la connectivité est difficile à atteindre. Mais pourquoi est-ce que mon OPED était positif? Parce que je vois ce type d'innovation qui arrive. Je vois que l'UIT fait énormément de travail sur la 5G, etc. Et il n'y a personne qui en parle, puisque la conversation est contrôlée par quelques acteurs. Mais si on ouvre les yeux, on verrait que l'innovation existe déjà sur le continent. Il ne faut pas s'arrêter aux solutions qui nous ont été imposées. Il faut utiliser les solutions que nous avons choisies pour nous-mêmes. Thomas, comment est-ce que l'UIT répond à ce besoin d'autodétermination? J'ai l'impression qu'on est au début d'une nouvelle ère de non-alignement. En tout cas, l'Inde va accueillir le prochain sommet sur l'IA qui va s'appuyer sur cette tradition. Du point de vue de cette organisation, avec l'Amérique et la Chine, cette tension, comment on fait pour avoir une forme d'autodétermination? Tout d'abord, lorsque l'on parle du non-alignement, les Nations Unies, c'est un club d'États membres. C'est là où les États participent. Ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Et je pense que on évalue cette fracture lorsque l'on est au forum. Mais je n'aime pas le mot de souveraineté, parce que je ne veux pas être souverain par opposition à quelqu'un d'autre. Ça implique une forme de conflit, une forme de compétition. Je préfère le mot résilience, parce que la résilience, c'est on peut être plus résilient en se connectant les uns avec les autres, plutôt que de s'isoler.
Lorsque l'on parle de capacité des pays qui sont capables de servir leur futur, parfois, lorsque l'on parle de l'IA, on a l'impression que la technologie, c'est le problème. Et que d'un seul coup, le ciel s'ouvre et on a la solution. Non, les solutions de l'IA sont dans son application. Ce n'est pas l'IA qui est en question, ce sont les services publics, les services de santé, les services d'éducation, les administrations. Parfois, on met la solution avant le problème. On veut résoudre tout avec l'IA. And that's why I think the way, I'm very proud, Gabriel and I led this thing called Interagency Working Group on AI on the United Nations, which brought all these UN agencies, 53 of them, together to think how the UN can service AI. And then the idea is, it's not about those 53 agencies didn't talk about how to build data centers. Those 53 agencies talked about AI in criminal justice, AI ethics, AI in, les questions de justice de l'IA et l'éthique, repenser toutes les applications, l'OMS, les applications de l'IA sur la santé, l'agriculture, la communication. Donc, nous avons des applications concrètes de l'IA et je suis très fier d'avoir travaillé sur ces volets-là. Il faut poser les propres questions qui comptent. Il faut ses propres modèles peut-être, les jeux de données souverains pour servir les intérêts des pays. Ce sont des questions qui comptent. Et ensuite, il y a différentes solutions créées. L'Inde, on en a parlé, UPI, des solutions créées par les pays pour les pays. On parle des pays, par exemple. C'est une question liée à l'infrastructure qui peut être choisie par différents pays, mais on ne choisit pas simplement entre les différents stacks, comme on dit. C'est plutôt, si on revient à la perspective de l'État qui doit servir sa population, comment rendre service à sa population. Pour revenir à la question précédente, l'ingéniosité. L'ingéniosité vient de partout. Sur la plateforme AI for Good, on a plusieurs innovations, les pitchs de start-up, du machine learning et des concurrences, différentes entités codent pour proposer des solutions, un hackathon aussi, les robotiques pour les jeunes. Dans différents pays, nous créons des académies pour enseigner aux enfants la robotique et on regarde qui gagne, qui remporte les lauréats et qui propose des solutions. Il y a des gens de partout. Le gagnant de l'Innovation Factory vient d'un pays africain et a proposé une solution très concrète en matière de maternité, je crois. Donc, vous voyez, des pas concrets, il nous faut progresser par petits pas, il faut donner les capacités d'agir, il ne faut pas sous-estimer le talent latent et l'ingéniosité qui existe. Et bien sûr, il faut lier les sujets, lier les acteurs. On ne peut pas être isolé, c'est le problème de la géopolitique. On est parfois empêché de voir le big picture, comme on dit en anglais. Il faut penser concrètement comment mieux servir les personnes. Alors, je retire mon chapeau de modérateur. Cela revient à une question clé lorsqu'on a préparé le sommet de Paris. Avant le Forum de Paris, il y avait à l'époque un scepticisme de l'IA. 53% des Français pensaient que l'IA était mauvaise, ne devrait pas être étoffée. Ils ne se trompaient pas, mais ces 56% n'avaient pas vraiment saisi la question, ne l'avaient jamais vue à l'œuvre. Et il y a eu ensuite un lancement. L'Inde va amplifier cette notion d'impact. Les applications vont être développées et nous allons voir que l'IA peut être au service des États. Au Royaume-Uni, il y a des crises et ils font beaucoup en matière d'IA.
Et l'idée de ce sommet de l'IA, ce n'était pas seulement d'investir dans les centres de données, ça c'est très bien, mais c'était aussi de dire, grâce à ces systèmes, nous pourrons ouvrir des centres dans la ruralité. Je pense que ça, c'est les nouvelles conquêtes à faire. Gabriela. Oui, tout à fait. C'est justement de ça qu'il faut parler, parce que, in fine, l'IA n'est pas un élément isolé. L'IA s'inscrit dans un contexte plus large. Nous continuons d'être face à des grands sujets qui touchent au développement. Donc, l'IA est tellement fulgurante, tellement brute et tellement perturbatrice que même si on la rejette, elle est déjà là dans l'éducation, au travail. Et ailleurs, sur d'autres horizons, et quel type d'IA, on ne sait même pas. Mais lorsque l'on voit tout cela et que l'on regarde dans le miroir et on se demande, sommes-nous prêts à ce monde technologique et on n'a que 4% d'investissement dans l'éducation, moins d'1% dans la R&D, comme dans beaucoup de pays. Il n'y a pas partout des plateformes numériques pour chacun. Donc cela nous rappelle aussi ce qu'il reste à faire, n'est-ce pas? Et ce qu'il reste à faire, justement, c'est d'atteindre ces objectifs qui ne sont pas forcément liés directement à l'IA. Mais il faut le faire. Il y a des pays qui investissent davantage dans les énergies fossiles que dans l'instruction publique. Ça n'a rien à voir avec l'IA, mais voilà, ça nous montre vraiment là où il y a encore du travail. Il faut s'assurer avant tout de continuer à investir dans les infrastructures, de continuer à penser aux nouvelles recrues de demain, parce que je crois qu'un des sujets les plus complexes pour les États, ce n'est pas simplement d'adapter l'éducation. L'éducation existe partout, c'est fondé sur la mémorisation, la pensée critique, la distance critique, etc. Tout cela, ça ne change pas. Mais les travaux de l'UNESCO, et je pense que c'est une tâche importante, porte sur la culture. Et cela montre que c'est une question de culture. Parce que, à la fin des fins, je vous parle en anglais là, mais je suis mexicaine et j'aime l'espagnol. Donc je préférerais parler espagnol. Je parle en français parce que ça fait 20 ans que je vis ici. Mais la langue, ce n'est pas un outil de communication, c'est un cadre, c'est une mentalité, c'est une compréhension du monde, c'est une identité. Et donc, si ces évolutions ont lieu dans une autre langue que l'on comprend, ce n'est pas une question de l'utilité de l'anglais, c'est le fait que l'on présente un monde qui n'inclut pas notre cadre mental. Et un des réels sujets pour nous, c'est de nous assurer que nos langues, nos cultures soient représentées dans le développement technologique. Et cela doit être fait par nous-mêmes, chacun d'entre nous. Certains de nos amis sont ici, j'en connais certains. Nous avons mené différents travaux, nous avons mené ces rames, comme on les appelle. Je suis allé dans certains pays, Kenya, Sénégal, Chili, et j'ai dit qui est votre expert le plus en pointe sur l'IA pour ce projet RAM. Je veux qu'ils comprennent la culture, la langue, le cadre mental et le cadre culturel. J'étais fier parce que le ministre Chabari du Chili a dit « Oui, d'accord, l'IA générative, c'est très bien, mais quand même, l'espagnol, c'est la troisième langue du monde et il n'y a pas de ChatGPT en espagnol. Mais c'est quoi ça ?» Et ils ont lancé ça, LATAM ChatGPT. Et encore une fois, pour revenir à vos travaux, à vous, qui sont très importants, rassembler, mutualiser les ressources. Il n'y a pas besoin d'avoir des data centers partout, des puissances informatiques partout, mais on peut mutualiser. Et le LATAM ChatGPT a été lancé par les pays de toute la région d'Amérique latine. Et, grande surprise, ce n'est pas seulement une question de technologie. Quand j'ai demandé au ministre
Comment est-ce qu'on atteint les flux de données et on partage les données entre les pays? Eh bien, vous savez quoi, dans la région d'Amérique latine, où il y a 30, 40 pays, seuls 2 ont des accords pour échanger des données. Donc, on revient aux fondamentaux. Mais, in fine, il faut nous repousser dans nos retranchements pour investir dans nous-mêmes afin d'utiliser ces technologies. Qualité de francophile et britannique, je suis sûr que vous voulez intervenir. Oui, merci beaucoup. Alors, j'aimerais revenir à la base de l'innovation, parce que si nous perdons en vue le rôle de l'innovation, qui est un moteur de valeur, de création d'opportunités et de solutions, on est hors sujet. Et cette idée de la rareté qui est moteur d'innovation, tout le monde le comprend, ça, dans la technologie, parce que au tout début, si on revient au début de la tech, ce sont ces contraintes autour de la mémoire et tant d'autres. Tout ça a commencé dans un garage, non? Microsoft? Oui, voilà, si j'ai seulement 2K, 2000 $, je veux aller sur la Lune. Et on l'a fait grâce à l'innovation et l'ingéniosité. Et on revient encore à ce que vous faites au Kenya, madame. Et vous voyez, cette puissance de la matière grise, de l'imagination, ça c'est au centre de toutes nos belles entreprises. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas tant de modèles que ça. Il y a beaucoup de modèles créés un peu partout. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas simplement que 4 modèles sur la plateforme de Microsoft. Nous avons plus de 1000 modèles que vous pouvez choisir pour différentes utilités, des modèles de langue qui peuvent être adaptables pour les petits ordinateurs et tant d'autres. Et pardon, je finis là-dessus. Si ça stimule l'innovation, crée de l'emploi, crée de la valeur, crée des écosystèmes locaux où ils sont nécessaires, il y aura un effet en cascade. Et ça, c'est le succès. Parce que là, on aurait une véritable création de valeur. Mais, parallèlement à cela, si on se satisfait du fait que certains ont un service moyen, médiocre, ça ne va pas. Ça m'inquiète parce que le cloud et les solutions informatiques, bien sûr, je suis biaisé, mais il y a des véritables avantages sur le plan de la cybersécurité notamment. Il y a des vulnérabilités qui touchent les vieux équipements qui peuvent être réparés facilement avec les solutions modernes et protégés contre les menaces grâce au cloud, notamment le nuage informatique. Donc il y a des avantages. Ne perdons pas de vue les solutions actuelles, modernes, diffusées dans le monde entier rapidement à l'heure actuelle. Mais pour revenir à la question de la langue, peut-être que c'est un débat un peu plus large qui concerne la communication avec la population mondiale qui est diversifiée et comment on communique sur les questions de gouvernance de la donnée. Il y a aussi, bien sûr, les questions de confidentialité, de protection des données. Il y a un peu plus d'1 an, il y a eu un grand accord lancé à Genève, au CSTD, qui rassemble tous les pays parce que l'ONU est une agence universelle et permet de traiter de ces sujets, notamment. Et il y a eu les questions de souveraineté qui ont émergé sous un angle nouveau. Ce n'est pas seulement la question de la langue, ce n'est pas seulement la question de la souveraineté européenne, mais aussi les données de manière juste ou traitées de manière juste, équitable, le colonialisme numérique, une nouvelle idée. Voilà, vous voyez toutes ces idées qui sont mises au jour et on voit bien que voilà, Microsoft fait partie de ces conversations parce que si l'on ne comprend pas les besoins des personnes,
vis-à-vis des données. Pourquoi les données sont créées? Alors il n'y aura pas d'innovation. Le langage, la langue illustre très bien cela, mais ça dépasse la question de la langue. C'est la culture. Je suis britannique. Si ChatGPT me dit d'acheter un hot dog, moi je ne vais pas être content parce que je veux manger à l'anglaise, n'est-ce pas? Et voilà, il faut que ChatGPT nous parle à nous, dans notre langue, dans notre culture. C'est un des obstacles à l'adoption de cette technologie. Tout à fait. Alors, une remarque avant d'ouvrir la parole. Le président Mongos et d'autres montrent le rôle de ces techno-diasporas qui peuvent vivre à Nairobi, en France, au Japon, aux États-Unis. Nombreuses personnes qui écrivent l'avenir de l'IA créent des entreprises en Afrique, avec un parcours au Silicon Valley, comme beaucoup de personnes. Nos propres identités ne sont pas uniques, elles sont plurielles et c'est peut-être un facteur d'espoir. Il nous reste 15 minutes, je ne veux pas contrarier notre public, donc vous avez la parole. La question de déontologie, d'éthique. What about ethics in AI? L'IA et l'éthique. C'est l'avenir, non? Il nous faut travailler sur les questions d'éthique. Je suis avocate. Il faut établir des règles, éditer des règles autour de l'IA. Et comme Moussa a dit, seuls 22% des femmes sont dans le domaine de l'IA. 90% de la violence en ligne vise les femmes. Donc il nous faut travailler sur cette question. On entend plusieurs questions d'une volée. Madame? Merci beaucoup. Je vais revenir sur la question des femmes et parler des pays à bas revenus intervenir. Quelles sont les stratégies possibles pour s'assurer que les femmes ne soient pas utilisatrices seulement de l'IA, mais aussi participent à façonner cette technologie et soient pionnières? Vous m'entendez? Oui, très bien. Je veux revenir sur la santé mentale. Pendant longtemps, on a dit les pays pauvres vont pouvoir avoir toutes les solutions grâce à l'IA. Cela ne se fait pas. On voit les dangers maintenant aux États-Unis et ailleurs. Mais la question éthique dépasse le genre, l'identité, le sexe. Cela touche à la sécurité. Qui crée ces IA? Quel mécanisme? Et cela est lié à la question du langage. Donc si on entend les réponses dans notre langue, il faut créer ces systèmes, ces processus thérapeutiques dans la langue. C'est important parce que ça, c'est la clé de l'avenir. Merci, très intéressant. Alors, 3 questions, on va y répondre. Comment vous intégrez dans la conception toutes ces questions? Eh bien, je peux peut-être commencer parce que l'éthique a été soulevée et les recommandations de l'UNESCO concernent l'éthique, justement. Et moi, je peux vous dire que je suis passé de l'OCDE, qui travaille sur l'économie surtout. J'étais avec 24 experts internationaux. Et il y a une recommandation développée de façon éthique parce qu'ils venaient de partout, du monde. Ils étaient multidisciplinaires. Moi, j'étais plutôt du côté économique. J'étais avec des philosophes aussi, des sociologues, philosophes. Et puis, il y avait aussi des gens qui levaient la main et se disaient « On a vraiment besoin de l'IA ?» Donc voilà, ça déviait la conversation. La question de savoir comment traduire le cadre éthique, c'est-à-dire les fondements moraux au centre des décisions, notamment technologiques, en des résultats positifs pour les citoyens. Voilà le cadre adéquat. C'est vraiment les résultats qui comptent. Comment contrôler dès la conception ces résultats qui peuvent advenir, inégalités, etc. Et on peut corriger de nombreux biais en incluant davantage de femmes dans les équipes de développement. J'ai rédigé un rapport sur le numérique et l'IA pour la présidence argentine du G20. Je m'en souviens bien, 80% des téléchargements des jeux de données à ce moment-là étaient faits par des équipes masculines du Nord.
Bon, c'est comme ça, c'est un fait. Mais ça montre un manque de diversité. Donc, on peut intégrer ces consciences et cela a un lien sur les résultats. Donc, c'est pour cela que je parlais du sujet que j'ai soulevé tout à l'heure. Il faut que chacun comprenne que chaque action entraîne une réaction, que nous devons tous être responsables. Il faut éviter de commercialiser des technologies qui peuvent porter à conséquence. Et cela est tout à fait en phase avec, bien sûr, les travaux qu'on a fait sur les femmes et l'IA. J'ai lancé ce mouvement des femmes pour une IA éthique, pour que les gouvernements investissent davantage dans ces domaines, pour que les entreprises, comme je disais, 22% de la population active qui développe des technologies sont des femmes et donc composées de femmes, donc il faut travailler encore sur ce sujet. C'est tout à fait positif parce que si on vise l'égalité des sexes, eh bien, on établit un garde-fou, on cadre ces développements. Vous voyez, les sociétés et le traitement des femmes, ça dépasse vraiment cette question. Ça va jusqu'à la question de la technologie. Donc, vous voyez, on peut atteindre ce point via d'autres questions. Donc, et on en revient à la question du développement. Chris, tu pourras peut-être répondre. Moi, je me disais, peut-être qu'on s'aventure sur un terrain marécageux. On voit que de plus en plus de personnes utilisent ChatGPT comme un psychologue. Pourquoi développer des outils qui ont un tel visage humain? Pourquoi faire oublier qu'on parle à des robots qui nous disent « Bonjour, comment tu vas, Gabriela? Comment tu te sens aujourd'hui ?» Non, non, arrêtez de faire ça, arrêtez. Et puis la question des réseaux sociaux. Vous scrollez, comme on dit, vous faites défiler l'écran et c'est addictif. Pourquoi ne pas intégrer des solutions technologiques pour qu'après 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, eh bien, le défilement de l'écran ralentisse. On peut faire ça. Oubliez les likes. Il y a eu un rapport récent qui a montré que le ralentir peut diminuer les addictions. Soyons conscients du développement de ces technologies et de leur impact. Et ça, c'est l'éthique, justement. Oui, si l'innovation est générée par la rareté, est-ce qu'on va avoir des solutions qui changent la vie plutôt que d'avoir des solutions qui ne sont pas du tout pertinentes. Bien, pour revenir à la question des femmes et de l'action de mon entreprise, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir de plus en plus de recrues et ainsi avoir davantage d'utilisateurs puisqu'on crée des technologies pour des gens qui nous ressemblent. Donc, nous avons une bonne partie de postes occupés par des femmes. Nous avons près d'une parité, 52 femmes pour 48 hommes, pour 100 d'hommes. Mais ça dépasse ça. Chacun dans l'écosystème a un rôle à jouer pour aller de l'avant. Donc, nous avons travaillé avec Kala, le fondateur est ici présent, et nous avons ouvert il y a quelques semaines un hub il y a Nairobi. Et après cela, nous avons lancé un programme pour les bourses pour les femmes. Nous avons reçu des centaines de candidatures de chercheuses dans l'IA qui ont fait des travaux formidables dans tout le continent. Donc, il nous faut davantage de tout cela. Nous avons la responsabilité, nous qui profitons d'une enceinte, de faire porter notre voix et d'encourager, d'entraîner un mouvement, et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons atteindre nos objectifs. Thomas? Oui, merci. Alors, sur l'IA et l'éthique, je ne suis pas expert, l'expert est à mes côtés, mais sur les outils, eh bien, je peux dire qu'il y a quelques outils. Sur mon iPhone, j'ai une limite temporelle. Bon, je peux m'en débarrasser aussi, mais ça existe. On peut intégrer certaines limites, restrictions. Maintenant, s'agissant de l'inclusion des femmes, on a déjà parlé de 22%. Il en va de même pour les statistiques. Il y a toujours moins de femmes dans ces domaines. Et c'est un des défis. Kate en a parlé. Ça reflète aussi le fonctionnement des technologies. 45% des modèles d'IA
ont un biais de genre. Et si les modèles ne sont pas évalués par assez de femmes, il y aura des biais. Donc, comment corriger? Il y a quelques différentes solutions pratiques. Par exemple, conscientiser. Il y a chaque vendredi, chaque avril, 4 jeudis, il y a un jour célébré dans le monde pour conscientiser autour de l'intégration des femmes dans l'informatique. Et nous avons maintenant un mouvement important. Nous avons des leaders, dont certaines sont à côté de moi, mais secrétaire général, premier secrétaire général. Donc, vous voyez, nous avons de plus en plus de ministres. Cela montre que, voilà, ce sont des carrières qui peuvent être choisies par les femmes. Et ensuite, on peut changer les différents programmes. Les coalitions Equals, qui a été créée il y a 20 ans, nous avons des partenaires dans l'industrie. Nous avons travaillé sur les différents obstacles à l'inclusion des femmes, notamment en matière de compétences. Donc, il y a des choses qui sont faites, pas assez rapidement, mais il faut encore travailler pour que nous fassions advenir tous ces mouvements. Et la première ministre de l'IA dans le monde, succédée par une femme aussi. Oui, tout ça, c'est émouvant. J'écoutais un panel, quelqu'un a dit qu'il fallait faire la distinction parfois entre les problèmes de société existants, quels sont les nouveaux problèmes qui émergent émanant de la technologie, quelles sont les intersections où les technologies exacerbent ces problèmes. Il faut le faire, cet exercice. Et pour ce qui est de l'inclusion, moi, je prends toujours un peu de recul en pensant à la question fondamentale, l'accès des filles à l'éducation. Vous connaissez les chiffres, évidemment, Gabriela. Vous voyez que ça ne va pas très bien dans le monde en la matière. Donc, si, d'une manière ou d'une autre, les technologies peuvent apporter des réponses, en matière d'apprentissage à distance, en dotant les écoles de technologie, ça peut changer la donne. Et évidemment, moi je suis économiste, donc je pense aussi en économiste. Le talent est distribué sur une courbe normale dans la société, c'est normal. Donc, il faut donc impliquer toute la société dans l'activité économique pour avoir des bons résultats. Donc, comment inclure des jeunes filles, des femmes dans ce mouvement pour les technologies, comment leur donner des emplois et un avenir. Je crois que c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Pour ce qui est de l'éthique, moi, je ne suis pas l'expert et je suis bien petit à côté de Gabriela, mais quand vous êtes dans une grande entreprise, évidemment, il vous faut avoir un cadre qui régule la responsabilité, les comportements responsables, et la plupart des entreprises ont ce cadre. Depuis 2017-2018, nous avons conçu un cadre d'IA responsable, nous avons des pratiques, nous avons des discussions, des évaluations, une évaluation récente qui porte nos travaux. Nous avons publié nos méthodologies récemment. Voilà, c'est comme ça qu'on intègre toutes ces questions et finalement, nous avons des ingénieurs qui réfléchissent aux solutions et ensuite des philosophes et autres qui peuvent apporter leurs propres éclaircissements. Chers amis, souvent l'IA fait accélérer le temps, ça fait déjà 1 heure que l'on parle. Donc, désolé à notre public de ne pas pouvoir prendre davantage de questions. Merci, un grand merci à nos 4 intervenants qui ont nourri des conversations passionnantes parlant d'accès à la souveraineté, résilience, le contrôle de soi. Vous voyez à quel point ce débat est riche et à quel point l'IA est complexe. Nous avons maintenant une conférence passionnante devant nous, le sommet de l'impact en Inde, à Nairobi, le Africa Forward Summit, co-présidé par le Kenya et le Kenya notamment, le G7 aussi à Évian. Voilà, tout cela est en devenir encore,
Mais vous voyez qu'il y a de nombreuses actions, mais tout cela rend matière à rendre optimiste. Merci encore.